Le vent n'attend pas. Il peut être imprévisible. Quand il arrive, il faut être prêt. Quand il tourne et annonce un changement, porte avec lui de nouveaux projets et horizons. Il faut être prêt. Empreint de nos origines, il traverse les générations. Lorsqu'il se lève, pour laisser passer la lumière, il faut être prêt. Car aujourd'hui, nos éléments fondateurs ne sont plus seulement physiques, mais digitaux. C'est pourquoi nous ne sommes plus seulement vos gardiens, mais aussi vos guides. D'archivistes de la mémoire, nous sommes devenus les concepteurs des solutions de demain. Nous ne sommes plus seulement papier, mais numérique. Comme vous, nous sommes prêts. On va parler de la médecine de Pasteur à l'humain augmenté. Alors, vaste sujet. La médecine de Pasteur, ça fait un certain temps que c'est passé, 135 ans, la découverte du vaccin contre la rage. Et puis l'humain augmenté, c'est la réalité. On parle d'humain augmenté, mais on ne parle pas simplement d'humain augmenté, on parle de médecin augmenté, on parle de chirurgien augmenté, on parle de patient augmenté, on parle de soldat augmenté. Et donc toutes ces notions sont assez importantes et nouvelles, et évidemment, elles génèrent de vraies questions sur l'éthique, et on va y revenir, puisque c'est quand même le fil conducteur de notre journée. Et on va également mesurer comment est-ce que finalement on peut utiliser l'intelligence artificielle et les technologies telles que l'IoT, telles que les plateformes, pour pouvoir se servir d'outils qui vont permettre d'aider l'humain à, d'une part, s'augmenter, et on verra sous quelle forme, mais aussi d'aider l'humain en l'accompagnant peut-être avec des moyens qui lui permettent de prendre certaines décisions sans prendre de risques. On verra ces cas-là dans la partie militaire. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter nos 4 interlocuteurs, donc Madame Laure Tabouy, Monsieur Lionel Richard, le professeur Bernard Norlinger, et on va faire un petit tour de table. Donc je vous présente la première personne à notre droite, donc Madame Laure Tabouy. Bonjour, merci beaucoup déjà d'être présente. Vous êtes docteur en neurosciences, doctorante chercheuse associée en neuroéthique, l'éthique des neurosciences, au sein du CESP U018 de l'Université de Paris-Saclay. Vous êtes également chercheuse en éthique et de la recherche et de l'intégrité scientifique au sein du laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat, au sein d'Adoc Talent Management. En août 2021, vous avez co-rédigé, il y a très peu de temps, puisqu'on a suivi il y a peu de temps une conférence à ce sujet, avec Madame Françoise Roure, l'introduction des annales des mines intitulée « Neurotechnologie et innovation responsable ». Et vous avez également rédigé un article intitulé « Ce que les neurotechnologies soulèvent comme enjeu éthique ». Et là, on est en plein dans votre sujet, qui est vraiment le nôtre également. Et donc, les enjeux éthiques et légaux, évidemment. On parlera du neurodroit à un moment donné dans notre table ronde. Donc, vous nous parlerez de tous ces sujets tout à l'heure, de ce que sont les neurosciences et en quelle mesure ces neurosciences sont un vrai sujet proche de notre problématique d'humain augmenté également. Monsieur Lionel Richard, bonjour, vous êtes expert en e-santé. Alors, beaucoup de gens doivent vous connaître parce que vous êtes un blogueur depuis pas mal d'années et en particulier, vous animez un blog qui s'appelle PharmaGeek, à la fois sur Scoopit, sur tout un tas de réseaux. Et c'est vrai que si on veut suivre l'actualité de la santé digitale ou de l'e-santé, je vous conseille forcément de suivre Lionel, car il est vraiment sur ce sujet en permanence. Donc il est très affûté sur les sujets à la fois technologiques, mais aussi stratégiques, politiques, et il suit toute l'actualité, non seulement française, je pense à Ma Santé 2022, dont on va parler tout à l'heure, mais également nationale, européenne et internationale. Vous êtes également dirigeant d'une société, Seventh Health, et je vous demanderai tout à l'heure ce que veut dire Seventh Health. De l'autre côté, en virtuel, nous avons donc le professeur Bernard Norlinger. Bonjour. Bonjour. Super, on vous entend bien cette fois-ci. Donc vous êtes membre de... Sauf en petite
Pardon. en petite image, mais je ne vous vois pas dans l'image principale. Ah, alors c'est peut-être le rendu interne. Voilà, on va demander à nos techniciens de travailler là-dessus. Alors, vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, chirurgien spécialiste des cancers digestifs à la PHP. Vous avez dirigé avec Cédric Villani le groupe de travail Santé et Intelligence Artificielle. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous conseille cet ouvrage qui est remarquable, hein, qui est le fruit en fait de ce groupe de travail. Et enfin, depuis juin 2020, vous avez été nommé président du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé. Le CESREES. Voilà, donc il fallait le dire, je l'ai dit. Et vous allez voir que ce comité-là a des fonctions très importantes, justement, dans la partie éthique, lorsque des nouvelles technologies veulent prendre le pas sur un certain nombre de solutions. Vous nous expliquerez dans quelques minutes, bien entendu, l'objectif de ce comité. Et enfin, nous avons Monsieur Gérard de Bois-Boissel, qui se trouve actuellement à Saint-Cyr-Couët-Quidan, puisque vous êtes ingénieur-chercheur au centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, qui porte depuis peu d'ailleurs le nom d'académie militaire. Hein. Vous savez que les écoles, il y en avait plusieurs, hein, qui ont été regroupées sous une appellation commune, donc les académies militaires de Saint-Cyr. Et vous êtes en charge de former nos futurs officiers de l'armée de terre. Vous intervenez sur des travaux de recherche autour du soldat augmenté, c'est un des sujets qui est important pour nous, et de l'usage des robots sur le champ de bataille. Donc vous nous expliquerez dans quelques minutes le rôle du CREC et puis tous ces travaux sur un certain nombre de sujets qui sont très pertinents pour nous, en particulier sur le soldat augmenté. Voilà, donc je vous propose une forme un peu différente de celle de ce matin. On va à la fois faire un premier tour de table par une question permettant à chacun d'expliquer son domaine d'expertise. Et puis ensuite, on rentrera sur des séries de questions, 2-3 questions par personne, et on tournera de telle façon à ce que vous puissiez mesurer toute la panoplie des sujets qu'on va essayer de traiter en 1 heure. Autant vous dire que c'est quasiment mission impossible, mais qu'on aura, j'espère, réussi à vous donner quelques réponses à des questions. N'hésitez pas, pour ceux qui sont en direct sur YouTube, à poster vos questions. Elles sont reprises à la fin de cette séance. Alors, professeur Dorlinger, je m'adresse à vous, je me tourne, je suis un peu désolé. J'ai une vraie question sur votre démarche. Parce qu'en fait, vous êtes à la fois donc, professeur, donc vous enseignez, vous avez un parcours quand même assez atypique parce que vous étiez jeune interne, comme certains jeunes internes nous écoutent aujourd'hui, hein, je le sais bien, et de jeune interne, vous avez fait donc de votre vocation la chirurgie, en oncologie en particulier, et puis de fil en aiguille, en fait, vous êtes passé à d'autres fonctions, puis maintenant vous êtes arrivé à présider depuis juin 2020 un comité éthique. Donc je voulais savoir comment est-ce qu'en tant que jeune interne, vous avez pu passer de toutes ces étapes, en fait, pour finalement arriver aujourd'hui à être le sage de la médecine française, on va dire ça comme ça. Et donc, je voudrais, pour les internes qui nous écoutent, que vous nous expliquiez un peu votre cursus en 2 minutes. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie pour cette question. Alors, je crois que le but, pour répondre à votre question, je ne vais pas vous parler de moi personnellement, mais de la façon dont on peut, et je pense qu'on devrait le plus souvent possible, être à la fois un médecin clinicien et participer au progrès, c'est-à-dire à la recherche. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir exaucer mes souhaits et mes ambitions en matière médicale et de pouvoir mener parallèlement une activité clinique et une activité de recherche. La clinique, c'est bien entendu l'idée de soigner et la recherche de contribuer au progrès. Et si je peux dire, pour conseiller les jeunes qui souhaitent suivre une voie semblable, c'est que d'abord, on peut être médecin sans avoir une activité clinique et avoir une activité de recherche uniquement, mais si on souhaite profiter de l'expertise, disons, clinique pour la recherche, je pense qu'il est important déjà au départ d'avoir une activité clinique respectable pour assurer sa légitimité. Alors, en ce qui me concerne, comme vous l'avez dit, moi je suis chirurgien, j'ai gravi les différents échelons et pour faire court, j'ai dirigé un service à l'assistance publique de Paris qui était un des grands services de chirurgie parisien, de chirurgie digestive, et notamment qui traitait des cancers et des cancers digestifs. Et l'équipe avait et a toujours, avec mes successeurs, une réputation internationale
sur une compétence et de la qualité. Je pense que c'est la base, parce que si on veut faire les deux, il faut déjà assurer sa légitimité dans l'activité principale. Alors, le statut hospitalo-universitaire en France permet d'essayer de marier, coupler une activité clinique, une activité d'enseignement et une activité de recherche. Et pour ce qui est de l'activité de recherche, je pense que l'expertise clinique permet d'avoir des idées et de collaborer avec des chercheurs professionnels qui ne font que ça pour éclairer les choix et prendre des décisions en commun. Ce qui fait que vous avez parlé de l'internat, bon, c'est un petit peu loin pour moi l'internat, parce que après, c'était que le début. Et dès mon internat, et après, j'ai une activité de recherche fondamentale dans une unité INSERM, où j'ai dirigé une équipe qui était orientée sur la transplantation de cellules de foie, l'idée étant de pallier certaines maladies aiguës du foie en attente d'une transplantation par la transplantation de cellules isolées, où l'activité a donné lieu à des tas de publications dans des revues spécialisées et qu'il a fallu interrompre, principe de précaution oblige, quand on envisageait de passer à l'homme, parce que certains avaient des craintes de transmission d'agents infectieux. Je vois qu'il est à l'ordre du jour aux informations d'aujourd'hui, une transplantation d'un rein de porc chez l'homme, donc je suis très content de voir que ces xénogreffes reprennent. À part ça, j'ai toujours eu une activité de recherche en matière de cancérologie, puisque c'était la spécialité principale, la mienne et celle de mon service, et dans le domaine de la recherche clinique, ce qui m'a amené à diriger une équipe, d'avoir des responsabilités internationales à l'ORTC, l'Organisation européenne de recherche et de traitement du cancer, où j'ai dirigé le groupe cancer digestif, ce qui m'a amené à mettre sur pied un certain nombre d'essais cliniques, et dont certains ont été publiés dans des grandes revues et présentés dans des grands congrès, les congrès américains notamment. Voilà. Et donc c'est cette expérience de la recherche clinique et de la mise en place d'essais de grande taille pour essayer de prouver des concepts qu'on avait imaginés avant, je crois qu'il m'a amené ensuite à passer à ce dont vous avez parlé. Alors, si vous voulez que je vous explique pourquoi je suis passé du cancer à l'intelligence artificielle, c'était, je dirais, par curiosité. En gros, mes activités en cancer digestif m'ont amené à voyager beaucoup, et j'ai fait le compte, j'ai été invité dans environ 50 pays pour faire des conférences invitées sur notamment les cancers secondaires du foie, dans un domaine qui a fait des progrès considérables, mais les progrès en cancérologie comme en recherche clinique, en recherche médicale, ça se fait petit à petit. Et à un moment, j'ai eu envie de changer. Et est-ce que vous souhaitez que je vous dise maintenant un peu comment je suis venu à l'intelligence artificielle et au CESRES, ou qu'on garde ça? Alors, on garde ça pour tout à l'heure, si ça ne vous ennuie pas. On rentrera dans ces sujets parce que c'est le cœur de notre débat. Je vous remercie beaucoup pour vos explications, et j'espère que les jeunes qui vous écoutent ont déjà un exemple à suivre. Madame Taboui, beaucoup de publications sont faites sur les similarités potentielles entre le mode de fonctionnement de notre cerveau et les algorithmes d'intelligence artificielle. Les neurosciences travaillent depuis bien longtemps avec l'intelligence artificielle et travaillent depuis bien longtemps sur le cerveau humain. Donc, afin de positionner en fait ce vaste domaine des neurosciences, j'aurais bien voulu que vous puissiez nous expliquer ce que sont les neurosciences, et lorsqu'on parle de neurosciences, de neuroéthique, de neurodroit, de quoi on parle. Voilà. Alors, oui, c'est bon, je pense. Les neurosciences. Les neurosciences, c'est une discipline qui est assez jeune et en même temps assez âgée. Effectivement, c'est l'étude du cerveau de long, en large, en travers, autant moléculaire que cellulaire que génétique, que les sciences cognitives, et donc c'est une vaste discipline qui balaye énormément de spécialités dans cette discipline-là. Moi, je suis neuroscientifique, moléculaire, cellulaire et génétique, donc j'ai vraiment travaillé sur les cellules, sur des modèles animaux, sur des pathologies telles que, sur des syndromes tels que l'autisme en particulier, travailler sur l'autisme, et j'ai travaillé en particulier sur ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, sur le microbiote et le lien entre le microbiote, entre l'action du microbiote, la flore intestinale et le cerveau, et donc l'influence que le microbiote a au niveau
au niveau de l'activité cérébrale, au niveau de l'anxiété, du stress, entre autres, et entre autres dans l'autisme. Mais les neurosciences, c'est à la fois une discipline très jeune et à la fois une discipline très âgée, en fait. Le cerveau, c'est très protégé, c'est quasiment c'est vraiment l'organe le plus protégé du corps humain dans la boîte crânienne. Il y a la barrière hémato-encéphalique ne laisse passer que très peu de molécules, même si on a quand même pas mal un certain nombre. Mais le cerveau est très protégé, vraiment dans sa bulle, et c'est vraiment, je pense, le dernier bastion aujourd'hui qui est à découvrir, en fait. Et il y aura, à mon avis, je l'espère, en tant que neurobiologiste, je pense que je l'espère vraiment, une part de mystère encore pendant quelques années, en vrai. Mais c'est très mystérieux, c'est un organe extrêmement mystérieux. Et pourquoi l'intelligence artificielle ? Parce que le cerveau, c'est, je viens de vous le dire, très mystérieux, alors c'est un peu un abus de langage, mais on dit souvent que c'est le lieu même de la personnalité. Alors philosophiquement, c'est vraiment un abus de langage, mais c'est voilà, on attribue ça à la personnalité, on attribue ça à la personne, on attribue cet organe à notre intimité personnelle. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand il s'agit de l'intelligence artificielle, alors il y a des abus de langage, il y a des termes, on n'est pas quand on parle d'intelligence artificielle, en particulier de réseaux de neurones et intelligence artificielle, ça a pris modèle. Le réseau de neurones, par exemple, ça a pris modèle sur le réseau synaptique qui est naturel, qui est physiologique pour le coup. En revanche, c'est pas du tout la même chose. C'est deux systèmes différents. On n'est pas sur. Par contre, c'est vrai que les mécanismes de réseau de neurones tendent à vouloir imiter en fait les réseaux synaptiques physiologiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que on est énormément sur cette quête finalement de savoir qu'est-ce que le cerveau, comment est-ce qu'on peut influencer un comportement, comment est-ce qu'on peut à la rigueur faire que les gens dépressifs ne soient plus trop dépressifs, ou faire que aider, en fait, c'est vraiment, en général, c'est vraiment dans une optique d'aider la personne qui en a besoin. Donc voilà, la neuroéthique, vous avez parlé de neuroéthique tout à l'heure. Donc la neuroéthique est une discipline encore plus jeune, née en 2002, qui est une discipline au sein même des neurosciences, qui est une discipline quasiment internationale, qui est née internationale et qui est internationale, qui est née en lien avec les gros projets tels que le Human Brain Project, ou l'Initiative Brain Project, ou le NIH Brain Project. Brain Initiative aux États-Unis et l'initiative Brain Initiative, l'international Brain Initiative, c'est un énorme projet international qui englobe quasiment tous les autres projets internationaux. Donc c'est vraiment une discipline internationale qui vise à travailler sur l'éthique des neurosciences et les neurosciences de l'éthique. Comment les neurosciences vont influencer l'éthique et comment l'éthique peut en fait du coup être aussi une réponse aux neurosciences. Comment est-ce que l'un et l'autre peuvent parler? Donc c'est vraiment une discipline interdisciplinaire. Là on met en discussion les sciences qu'on appelle les sciences dures, même si j'aime pas tellement ce terme, sciences techniques, et les sciences humaines. Et la philosophie, l'histoire même de la médecine, l'histoire même de la philosophie, l'histoire même de l'homme, en fait. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'humain? Et en fait, travailler sur une neuroscience, c'est se dire, voilà, on interpelle finalement, on s'interpelle en se disant, finalement, qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qui fait qu'on est être humain? Qu'est-ce qui fait qu'on pense? Et en fait, travailler sur l'intelligence artificielle et travailler sur ces technologies, telles que les neurotechnologies aussi, c'est interpeller finalement, c'est se dire, ok, il va falloir peut-être qu'on fasse un détour vers la réflexion en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vraiment la frontière de qu'est-ce qu'être humain. Merci beaucoup, et j'ai plein d'autres questions pour vous, parce que là, ça devient fondamentalement important de vous questionner sur le cerveau et les cérébroïdes dont on parlera tout à l'heure.
Monsieur Lionel Richard, évidemment, vous êtes animateur de PharmaGeek depuis pas mal d'années, depuis 10 ans, je crois. Et je voulais savoir ce que signifie déjà Seven Health. Ce que c'est que cette... Alors, je ne sais pas, c'est votre société donc, qui permet donc de... Dites-moi tout, Seven Health. Est-ce qu'on m'entend, ça fonctionne? Oui. Ah, il y a un petit problème. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, apparemment oui. C'est pas très important. Je suis pas là ici pour parler de ma société, si ce n'est, en tout cas dans la signification des C Voilà. du nom de la société, c'était des choses qui me semblaient importantes, notamment au début la société devait s'appeler Continuum, parce que pour moi c'est extrêmement important dans la santé de construire ce continuum, ce qui manquait. Et si on évoque la santé, on a un gros problème de silo, tout est assez isolé entre la ville, l'hôpital, le pharmacien, le médecin, dans le parcours du patient, entre le sanitaire et le médico-social. Donc il y a un vrai besoin de créer du lien, et le digital, et c'est ce qu'on parlera, est là pour aider à créer ce lien-là. Aujourd'hui, depuis 10 ans que je partage et que je veille et que j'échange et que j'ai la chance de voyager, puisque j'ai le plaisir de contribuer comme Vladimir au MBA DMB. J'interviens à Shanghai où on a je dirais une communauté e-santé qui est extrêmement importante. Je vais régulièrement à Silicon Valley depuis 2012, où là j'ai vu aussi la communauté. Et j'accompagne un petit peu ce développement de la santé numérique en essayant d'éviter les phénomènes de mode qu'on voit depuis 10 ans maintenant, le patient empowerment, l'Internet des objets, la blockchain. Chaque année, on en a un nouveau parce qu'il y a tout un business derrière auquel je participe très honnêtement, qui est celui des conférences, qui est celui, je dirais, des interventions qu'on peut faire. Aujourd'hui, une grosse partie de mon activité est la formation. L'accompagnement des professionnels de santé notamment à cette transformation dans leur pratique avec le numérique pour pouvoir justement adopter des nouveaux usages, essayer de tirer le meilleur de tout ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, il y avait par exemple Laurent Alexandre, mais il n'était pas le seul, qui expliquait aux médecins qu'ils étaient déjà morts, que l'intelligence artificielle allait les remplacer, qu'elle était beaucoup plus intelligente qu'eux et qu'elle était bien mieux capable qu'eux de faire des diagnostics, de faire les bonnes prescriptions. Donc l'idée, c'est effectivement de repositionner les professionnels de santé, entre autres, mais aussi d'accompagner les patients, qui sont l'un des grands changements dans cette transformation du système de santé avec le patient empowerment, sur cette voie de l'utilisation, de l'intégration du numérique dans la pratique, dans les nouveaux parcours de santé. Et donc voilà. Et puis sinon, j'accompagne les acteurs, alors aussi bien des acteurs de la santé qui vont aller vers le digital que des acteurs du digital, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, qui ont envie de rentrer dans la santé. Et donc là, l'idée est les accompagner là-dessus. Je voulais vous poser une dernière question avant de donner la parole à M. de Bois-Wassel. Vous avez créé un MBA de Digital Marketing Santé. Donc, je ne l'ai pas créé, il a été créé à l'EFAP. On a créé il y a 5 ans maintenant le Digital Marketing Business à l'EFAP, le MBA. On a, dès le début, avec Vincent Montet, qui a créé ce MBA, décidé de former tous les étudiants. On a 250 étudiants aujourd'hui dans 4-5 villes en France, à Shanghai et à Alger, de tous les former à l'e-santé. Je crois que c'est Mick Lévy qui disait ce matin, la donnée, elle est partout aujourd'hui. On sort beaucoup de choses sur nous et c'est vrai que quel que soit le secteur dans lequel nos étudiants vont travailler, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la banque, ils vont être, je dirais, au cœur de données qui vont expliquer des comportements dont on parlait tout à l'heure et qui sont un des grands enjeux de cette transformation de la santé. Comment est-ce qu'on change les comportements hygiéno-diététiques notamment. Et donc, on forme tous les étudiants depuis 5 ans sur ces questions de e-santé et on a vu un besoin grandissant des acteurs de l'écosystème pour se former à ce digital. Et donc, on a créé un MBA dédié pour pouvoir intégrer les problématiques réglementaires très spécifiques, les problématiques éthiques aussi, qu'on aborde dans le MBA, et ce qui permet aux étudiants qui sont... Alors, pour beaucoup de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, mais aussi on a quelqu'un du service de santé des armées dans la promotion de cette année. Et en fait, on offre une place aussi chaque année à un représentant d'associations de patients. Donc aujourd'hui, c'est un patient expert de France Parkinson qui est dans la promotion actuelle. Mais pour nous, c'était important. On a au board une représentante d'association de patients qui est là pour valider, parce que nous, le patient include, ce n'était pas
du patient washing. C'était pas, on voulait vraiment que le patient soit au cœur de nos réflexions dans la construction de ce MBA-là. Et on voulait aussi permettre à des associations de patients de grandir sur cette digitalisation, ce qui est une vraie volonté à la fois de Vincent Montet, le fondateur du MBA, et de moi-même. Et donc, on a construit un board dans ce MBA qui était le plus pertinent possible pour relayer toutes les activités liées à la santé numérique. Merci beaucoup. Je vais demander à M. de Beauvassel, qu'on ne voit pas, mais on ne va pas tarder à le retrouver, de vous présenter également, surtout de présenter en fait votre activité, déjà de nous expliquer ce qu'est le CREC, et puis de nous expliquer un peu votre activité au sein du CREC et l'objectif de cette activité, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça va bien, merci. Alors, Gérard de Beauvassel, moi je travaille donc au centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, anciennement nommée école, qui maintenant est l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Et donc je dirige un observatoire qui est nommé l'Observatoire sur l'enjeu des nouvelles technologies pour les forces. L'idée, c'est d'étudier l'impact que les nouvelles technologies ont sur l'art de faire la guerre et les questions et les enjeux que cela pose. Donc le centre de recherche, c'est quoi? C'est une trentaine, voire une quarantaine d'enseignants-chercheurs très pluridisciplinaires. Donc on a des sciences de l'ingénieur, on a aussi des sciences humaines et sociales, des sciences politiques. Et chaque enseignant-chercheur donc enseigne aux élèves officiers et officiers élèves de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Qui sont de formations diverses. On a des élèves officiers qui viennent de formations linguistes, des économistes et pour moitié des ingénieurs. Donc mon rôle ici, c'est de porter des programmes de recherche qui vont nourrir la réflexion des états-majors des armées, tout spécifiquement évidemment l'armée de terre, sur les questions que pose l'utilisation de nouvelles technologies. Alors celles sur lesquelles j'ai travaillé, ce sont les robots militaires, l'impact des robots militaires sur la façon d'opérer, qui sont quand même de nouveaux outils pour le combattant et pour le chef militaire, des outils qui déportent l'action militaire. En découle, on a parlé d'intelligence artificielle précédemment, toutes les questions d'intelligence artificielle, parce que c'est ce qui donne de l'autonomie à des machines. Et qui dit autonomie dit question de confiance, de délégation d'autonomie, subsidiarité ou autre. Et donc il y a quelques années, avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, nous avons lancé une réflexion sur le soldat augmenté. Qu'est-ce qu'un soldat augmenté? Parce qu'on voit ça dans la littérature anglo-saxonne. Le soldat augmenté, pourquoi faire, pourquoi, et jusqu'où, surtout, jusqu'à quelle limite. Voilà les questions sur lesquelles j'ai travaillé. Merci beaucoup. On va revenir sur le soldat augmenté dans quelques minutes. En effet, c'est un sujet assez important pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je reviens vers vous, Madame Taboué, pour quelques questions sur les évolutions, en fait, et surtout la similarité qu'on a entre le cerveau et les algorithmes d'intelligence artificielle. On voit que depuis plusieurs années, on a des technologies assez innovantes de reconnaissance de caractère, de reconnaissance faciale, de reconnaissance d'objets qui se développent et qui utilisent, semble-t-il, les principes des réseaux de neurones, en particulier les principes de la hiérarchisation de l'information et des clusters en fait, d'informations, un peu comme notre cerveau est capable de saisir avec un premier niveau, l'œil par exemple, une information, puis la transmettre dans une hiérarchie de neurones avec une méthode de communication. Donc finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que ces grands principes qui ont été découverts il y a déjà pas mal d'années en neurosciences et les principes que l'on a mis en place dans les algorithmes d'intelligence artificielle, et je pense en particulier à la clusterisation hiérarchique ou ce genre d'algorithme, est-ce que finalement on a copié le cerveau ou la façon dont travaille le cerveau, ou est-ce que finalement ça n'a rien à voir et finalement on est un système de reproduction parce que c'est un hasard ou parce que finalement il y a une relation qu'on ne s'explique pas ou peut-être qu'on s'explique? Alors, il y a une relation, c'est pas par hasard, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a voulu... alors moi je suis pas quelqu'un qui code, je connais rien au code. J'ai tellement travaillé sur mes petites souris et mes petites cellules que j'ai pas pris le temps de savoir coder. En revanche, ce que je peux vraiment dire, c'est que il y a
forcément un lien d'une manière de procédure, C'est-à-dire l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones imitent vraiment ce qui se passe dans le cerveau. Le cerveau, c'est très complexe, c'est un organe qui s'adapte, un organe qui est en permanence en train de fonctionner. Donc on peut aisément dire que l'intelligence artificielle à l'état d'aujourd'hui, en tout cas, alors ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est là où il y a besoin de redéfinir certains termes, mais qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle déjà? Mais dans ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une imitation à la rigueur aujourd'hui de ce qui se passe un petit peu dans le cerveau. Et les réseaux de neurones, c'est le lien en fait avec les réseaux de neurones physiologiques pour le coup. Il n'y a que le nom, puisque en fait, ça prend vraiment les process, ça imite vraiment les process. Visiblement, on a pris vraiment le concept des neurones, effectivement, les synapses, la communication synaptique qui passe entre neurones, et puis c'est vrai qu'on a du coup fait ça en modèle algorithmique et en modèle informatique. En revanche, c'est vrai qu'on est encore loin de dire que, bien sûr, qu'on ait un cerveau au niveau d'un ordinateur. En revanche, ce qui est vraiment sûr aujourd'hui, c'est la capacité, ce qui est interpellant aujourd'hui, c'est la capacité d'apprentissage que l'on donne aux réseaux de neurones, du fait d'avoir du machine learning, du deep learning. En fait, c'est là où l'intelligence artificielle en fait joue un rôle important. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre. Alors après, la différence avec l'humain est quand même, la différence avec le cerveau est quand même là, puisque à l'heure d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas de capacité à raisonner. En fait, ne raisonne pas seule. On lui apprend et il va faire les tâches qu'on lui apprend. Du coup, on va l'inviter à aller vers un chemin. En revanche, aujourd'hui, il est dans l'incapacité de dire « je choisis tel ou tel parce que ». C'est une capacité humaine qui, aujourd'hui, n'a pas l'intelligence artificielle. Et en revanche, les noms, en fait, alors c'est là où c'est un tout petit peu biaisé, c'est qu'on a mis des noms neuroscientifiques pour nommer des termes, pour nommer des process qui n'ont, à la rigueur au départ, enfin en tout cas, ont du mal à être accrochés aux neurosciences, en fait, dans le physiologique du terme. Merci. En effet, donc c'est vrai que l'enfant apprend et s'il n'apprenait pas, il ne se développerait pas et les moteurs. Il raisonne. Voilà, il raisonne. Donc ça, c'est un fait vraiment très différent. On se rend compte quand même qu'en effet, sans apprentissage, nos algorithmes montrent certaines limites. C'était un des débats de ce matin. Alors en fait, je me pose des questions sur la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle dans les neurosciences pour aider en fait ceux qui ont des difficultés, en particulier, on pourrait prendre le cas des 10 et de tous les 10 qui vont bien, pour finalement permettre à l'enfant ou l'homme ou l'humain de surpasser ses difficultés à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle qui pourraient l'aider dans la compréhension finalement intellectuelle et sa construction intellectuelle de phrases pour l'aider, lui souffler, anticiper en fait le fonctionnement du cerveau. Et donc l'intelligence artificielle serait cette fois-ci un outil. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors là, ce que vous venez de nommer, c'est vraiment un outil d'aide. Du coup, là, ça va accompagner. Ça va vraiment. C'est une personne qui est dans une difficulté, qui a une pathologie ou qui a un manque et qui pour répondre à ce manque, du coup, on va lui prêter main forte à l'aide de cet apprentissage qui est absolument exceptionnel. Chez les 10, chez les dépressifs, chez les épileptiques, chez les parkinsoniens, chez les schizophrènes, chez les autistes, chez les TDAH, ce sont des outils qui sont exceptionnels, pour le coup. Mais en revanche, il faut bien distinguer les outils d'aide, les outils d'accompagnement,
et des outils augmentation. En fait, je pense que Gérard en reparlera tout à l'heure. En revanche, c'est vraiment une différence entre la notion de réparation, la notion d'aide, de réparation, et la notion d'augmentation. En fait, il y a vraiment une redéfinition des termes réparation et des termes augmentation à avoir pour qu'on puisse savoir dans quelle voie on se... L'exemple que vous venez de me citer, c'est vraiment de l'ordre de l'aide, de l'accompagnement. Et si ça peut aider, effectivement, et ben banco. Parce que ce bout de chou, il va aller apprendre, il va aller se mettre, aller au-delà de son manque, et du coup, il va y aller. Donc c'est différent. En fait, il y a vraiment une différence à avoir là, sur ces termes-là. D'accord. Donc là, on ne parle pas de l'enfant augmenté. On est plus sur l'enfant assisté par des technologies et des outils. L'enfant augmenté, c'est autre chose. On va en parler. L'enfant augmenté, c'est autre chose, et je pense qu'on en reparlera un tout petit peu plus tard avec les autres intervenants. C'est vraiment on a les capacités et on augmente les capacités. Une augmentation de vision, par exemple. L'Institut de la vision, il y a un travail sur les personnes qui ont la DMLA. DMLA, c'est une dégénérescence rétinienne, du coup maculaire, qui chez des personnes qui ont déjà vu. Donc le nerf optique, le cerveau, a déjà dans ses tuyaux la notion de vision. Il sait voir. L'œil fonctionne. L'œil a fonctionné, en tout cas. Du coup, il y a une réduction de la vision. Et là, chez ces personnes-là, actuellement, on est en train il y a des startups qui sont en train de penser pourquoi pas mettre un outil qui permettrait aux personnes qui sont diagnostiquées DMLA de pouvoir reprendre cette vision-là, de pouvoir récupérer cette vision. Ça, c'est de la récupération. C'est vraiment du traitement, en fait. On est vraiment... En revanche, si on a une personne qui est bien portante, par exemple moi qui suis à 10-10 et qui voit bien, qui du coup utilise ces outils-là, là j'ai une vision augmentée. J'augmente mes capacités. En fait, je n'ai pas besoin d'avoir cette prothèse. En revanche, si je la mets, je vais avoir une vision. Alors, il y a dans les militaires, enfin, dans le cadre militaire et de la défense, c'est vrai qu'on parle de vision nocturne, de vision pour les militaires. Alors ça, c'est vraiment un cadre particulier qui est le cadre de la défense militaire, mais c'est vrai que c'est ce terme-là. On augmente ses capacités. En effet, alors je vais rebondir, je vais demander à M. de Boissel de nous parler justement de ce militaire. Alors je vais lire une petite citation, donc d'après Caroline Galacteros, docteur en sciences politiques et auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Le soldat augmenté idéal serait, je cite, un homme bionique qui court vite, qui n'a pas besoin de dormir, qui mange et boit très peu et qui peut se battre en permanence. Alors, là, on commence à toucher au soldat augmenté. J'aurais envie de vous demander, Monsieur de Boissel, comment vous recevez cette définition et quelle est peut-être la définition que vous souhaiteriez apporter à cette notion de soldat augmenté? Oui, alors, je vous remercie. Donc, cette définition, effectivement, de Mme Galacteros se veut un petit peu, je pense, provocatrice pour montrer qu'en fait, les faire chercher, c'est vraiment aller au-delà de ses limites. Et les limites de l'être humain, elles sont physiologiques, elles sont cognitives, et l'idée, c'est d'aller plus loin que ça. Mais je vais y revenir. Premier constat, et je rejoins ce que disait Mme Tabaoui, en fait, le premier constat, c'est que le soldat, aujourd'hui, c'est un individu sain. Il n'a pas de pathologie, donc on n'est pas du tout dans le soin. On est dans une optique d'efficacité opérationnelle pour lui donner des moyens d'aller un petit peu plus loin. Alors, quelle définition je vous donnerais, moi, du soldat augmenté? Celle qu'on a retenue au centre de recherche ici, c'est la suivante, c'est un soldat dont les capacités, on va partir des capacités humaines, sont augmentées, stimulées, voire créées, dans le but de renforcer donc son efficacité opérationnelle. Le rendre plus efficient. Comment? Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, on va prendre la tête, le cognitif. On peut renforcer ses capacités psychocérébrales, intellectuelles, mentales, psychologiques, cognitives, etc. Ensuite, il y a le corps. On peut renforcer ses capacités physiques, donc ses muscles ou autres.
voilà, en renforçant ses capacités, voire en lui en donnant de nouvelles. Et je rejoins également ce qui a été dit sur l'histoire de la vision. Voir la nuit, l'homme n'est pas nyctalope par nature, mais on peut lui donner des capacités pour voir la nuit. Et là, on lui crée une nouvelle capacité, et donc on augmente évidemment ses performances. La définition générale. Alors, par quels moyens? Comment on fait ça? Alors, nous, on a retenu une double approche, par des moyens qui font corps avec lui. C'est-à-dire, c'est pas un armement que vous portez, mais c'est des choses qui font presque un petit peu partie de votre corps, mais qui est externe, dont le but est évidemment d'augmenter vos performances. Le meilleur exemple, c'est l'exosquelette. L'exosquelette permettrait d'aller plus loin dans la durée pour des marches longues ou des marches plus rapides ou autres. Ça, on peut l'imaginer, et c'est quelque chose d'externe qui va augmenter vos performances. On peut aussi avoir des moyens qui sont non portés par l'homme, mais qui sont plus à effet sur l'homme, et là, des questions éthiques se posent. Donc, ça peut être des apports pharmacologiques, non thérapeutiques. Ça peut être, on peut imaginer des implants statiques ou dynamiques. Et tout ça, eh bien, de manière évidemment courte pour la mission, voire prolongée, de façon irréversible, évidemment, c'est le souhait, mais on peut imaginer des augmentations irréversibles, bien évidemment, sous réserve d'en maîtriser les effets. Donc voilà cette définition qu'on a donnée, donc augmenter ses capacités, voire en créer de nouvelles, dans le but d'avoir une meilleure efficacité opérationnelle. Merci, mais donc la question qui peut se poser, c'est comment concilier finalement l'augmentation du soldat et son consentement? Alors ça, c'est une vraie question, bien évidemment. Donc, au sein des armées, on considère l'individu comme évidemment quelque chose d'éminemment respectable. Il fait certes potentiellement don de sa vie au service d'une cause qui est celle de la nation, une cause qui lui est supérieure, mais la nation doit tout faire pour lui donner les moyens de réussir sa mission, évidemment en s'exposant le moins possible. Maintenant, si ces augmentations ont un effet quelque part sur lui, je reprends l'exemple de l'exosquelette, il n'a pas vraiment d'effet sur lui si ce n'est temporaire. À la fin de son intervention, il peut l'enlever, ça ne pose pas de souci. Mais si on atteint quelque part le corps humain, là se pose un certain nombre de questions, dont le consentement. Et le consentement, il ne peut se faire qu'à multiples échelons. D'abord, l'individu lui-même doit être informé de tous les effets qu'ont l'augmentation sur lui, dans un temps court, dans un temps moyen, dans un temps long, des effets secondaires éventuels. Il faut même, si possible, passer par une phase de test pour qu'il ait vraiment connaissance des effets que peuvent avoir cette augmentation. Donc ça, c'est un premier niveau de consentement. Maintenant, il faut aussi que ça soit inscrit dans un cadre militaire, c'est-à-dire qu'il faut que ça réponde à une nécessité militaire, c'est-à-dire que les cadres militaires estiment que c'est un moyen absolument nécessaire pour réussir la mission. Ça doit faire également l'objet, et il y a beaucoup de personnes du monde médical ici, d'un accord du monde médical qui a étudié l'augmentation et ses effets en amont pour pouvoir la caractériser et pouvoir donner les informations nécessaires. Il y a même une sorte de consentement sociologique, c'est-à-dire qu'au niveau de la société, il faut que la société puisse accepter que les soldats aient un plus et que ce soit quelque chose qui soit pour la société acceptable. Et enfin, il y a également le rôle du politique, in fine, c'est lui quand même qui va valider quelque part ce principe de l'augmentation. Donc le consentement au niveau individuel, bien évidemment, c'est la base, parce qu'on respecte l'individu, sauf cas de survie, sauf cas absolument extrême, où l'individu n'a pas forcément les moyens d'estimer par lui-même, ou si les circonstances militaires ou nationales sont tellement élevées que il faut prendre des décisions très fortes. Ça sera toujours avec le consentement éclairé du militaire et de sa hiérarchie.
Merci beaucoup, Monsieur de Beauvassel. Professeur Norlinger, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu le fruit des travaux de votre groupe de travail que vous avez mené avec Monsieur Villani, en particulier sur la santé et l'intelligence artificielle. Donc finalement, le condensé de cet ouvrage, Santé et intelligence artificielle, dans lequel il y a beaucoup d'informations à la fois sur la technique, sur l'homme. Et je voudrais un peu que vous nous donniez envie de lire cet ouvrage, parce que moi, je peux vous le dire, il est passionnant. Mais voilà, je voudrais que vous nous le présentiez, que vous présentiez surtout la conclusion de ces travaux, et donc finalement, en quoi l'intelligence artificielle dans le monde de la santé apporte une valeur importante pour notre avenir. Écoutez, je vous remercie pour la question. Pour l'ouvrage, juste pour information, il est sorti en 2018. Il y en a un autre qui va sortir dans les quelques mois qui viennent sur la suite, et qui est chez l'éditeur actuellement. Si vous me permettez, j'aimerais bien aimer revenir sur quelques questions que vous aviez posées aux autres participants à cette table ronde. Je ne sais pas si tous les auditeurs sont des grands spécialistes de l'intelligence artificielle, mais en général, il n'est pas inutile de revenir sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, puisque on peut dire que c'est un terme qui n'est pas approprié et qui encourt le risque de susciter un certain nombre de fantasmes et de peurs diverses. En gros, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques qui permettent à des programmes informatiques de régler des problèmes et qui peut simuler, dans certains cas, l'intelligence humaine. Alors là, on est dans le domaine de la santé, et la question, c'est est-ce que ça ressemble à l'intelligence humaine? On en a parlé tout à l'heure. L'intelligence artificielle, elle va vite, elle est logique, elle est objective, mais dans un seul domaine spécifique, c'est un domaine où elle a été entraînée. En revanche, l'intelligence humaine, et en particulier l'intelligence d'un médecin, c'est en principe la capacité à s'adapter et qui comporte non seulement une logique, mais une part non mesurable, non consciente dans le cerveau humain, et notamment des qualités qui n'existent pas dans les ordinateurs, mais qui sont très importantes pour un médecin, qui sont l'empathie, la conscience, les émotions, et en particulier le bon sens. Et les grandes découvertes tiennent non pas seulement à la logique, mais aussi à l'instinct. Voilà. Donc, je pense qu'il est important de bien distinguer les deux. On a appelé ça intelligence artificielle dans les années 50, parce qu'on pensait que le modèle des ordinateurs devait être de copier le cerveau humain. À ce moment-là, on avait des ordinateurs dont la puissance n'était pas suffisante. Maintenant, on en a qui font mieux, notamment avec ce qu'on appelle le machine learning ou l'adaptation statistique, le machine learning, le deep learning, où les ordinateurs peuvent apprendre. Mais on parlait tout à l'heure de la reconnaissance des images. Un enfant, il apprend beaucoup plus vite à reconnaître un chat qu'un ordinateur, où c'est beaucoup plus compliqué. J'aimerais revenir aussi sur deux termes qui ont été utilisés, l'humain augmenté. Personnellement, je pense que le rôle de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou du numérique, ce n'est pas d'augmenter l'humain, ça pose des problèmes éthiques qui vont dans le même sens que l'eugénisme. On n'est pas là pour augmenter l'humain. On peut considérer que l'intelligence artificielle peut aider à réparer l'humain. C'est les exosquelettes, c'est ce on disait tout à l'heure à propos de traitement de certaines maladies, comme des maladies visuelles, comme la DMLA. Mais je pense qu'il faut faire très attention à ne pas vouloir augmenter l'humain avec les risques de mettre des puces électroniques qui peuvent être attaquées par des hackers et on ne sait pas jusqu'où ça va. En revanche, sur certaines spécialités, le soldat augmenté, on a tout à fait compris l'intérêt, et le médecin augmenté, bien entendu, qui est mieux informé, mieux outillé pour soigner les patients, qui dispose de plus de temps pour le contact avec ses malades, ça c'est tout à fait louable et je pense qu'il faut faire des efforts vers ça. Alors, pour parler du groupe de travail qu'on a monté, en gros, l'idée était d'avoir une complémentarité entre les mathématiciens qui connaissent le numérique, l'intelligence artificielle, les algorithmes, et les médecins qui peuvent connaître les maladies. Et c'est un peu l'objectif qu'on a eu avec Cédric Villani, de monter un groupe de travail qui permette la rencontre de ces différents spécialistes. Et ce groupe de travail dont vous avez parlé, il dépend de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences, encore une fois, pour mettre en complémentarité les expertises des deux côtés. Donc, il a commencé il y a 4 ans, où on a entendu, dans une quarantaine de réunions,
beaucoup d'experts, et pour que les informations ne restent pas confinées à des experts, quelle que soit leur qualité, on a décidé de leur demander d'écrire des textes qui ont fait l'objet d'un premier livre de 400 pages avec 40 contributions qui est sorti en 2018 sur les différentes applications possibles du numérique en santé. Et comme je disais, il y en a un deuxième qui est chez l'éditeur actuellement. Et en gros, les applications les plus évidentes du numérique en santé, mais il faudrait peut-être qu'on développe ça tout à l'heure, ce sont toutes les applications qui utilisent les images, et notamment les images radiographiques, puisque vous savez sans doute qu'un scanner, l'unité d'image, c'est ce qu'on appelle le pixel, et qu'un pixel de scanner, actuellement, c'est à peu près 1 millimètre ou moins, ce qui n'est pas visible à un œil humain, mais qui peut être tout à fait détecté par des automates, et donc permettre des analyses d'images non seulement plus précises, mais plus fonctionnelles, en voyant comment les images peuvent évoluer d'un moment à l'autre. Donc voilà un peu le principe du groupe de travail qu'on a monté. Si vous souhaitez que je vous détaille un peu, que je vous donne quelques idées d'applications, tout à l'heure, on a parlé des applications en pédopsychiatrie. Il y a des applications dans des tas de domaines, en cardiologie, en psychiatrie adulte, en cardiologie, en cancérologie, en ophtalmologie, en dermatologie. En gros, il y a pratiquement des applications dans toutes les spécialités médicales que je pourrais vous détailler si ça vous intéresse. En tout cas, je pense qu'il est important de considérer, c'est que l'idée, c'est d'avoir un docteur augmenté qui puisse avoir plus de temps à consacrer à ses patients et avoir plus d'informations accessibles, et non pas un docteur automatique. Et là, c'est un autre sujet qui est celui des aides au diagnostic, des machines qui peuvent faire des diagnostics. Certains ont même été dire qu'on n'a plus besoin de médecins puisque chacun pourra aller sur Internet et utiliser des applications pour faire son diagnostic. Ça, c'est un autre sujet dont on peut parler, mais qui pose aussi des problématiques assez importantes. Merci beaucoup, professeur. Alors, on voit bien que dans le domaine médical, en fait, les données sont forcément très importantes puisque elles sont le fruit, en fait, des analyses qui permettent, en effet, par exemple, de permettre aux radiologues d'avoir des informations qu'ils ne voient pas forcément, mais que des algorithmes de similarité vont lui permettre de découvrir. Il y a beaucoup de plateformes de données, il y a beaucoup de plateformes nationales, internationales. Il y a un souhait de l'État français dans le cadre d'un programme qui s'appelle Ma Santé 2022 de créer ce qu'on appelle le Health Data Hub. Lionel, je sais que vous suivez toute cette actualité depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quel est l'objectif de ce Health Data Hub et également quelles sont les évolutions qui sont prévues, puisqu'il y en a pas mal, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le domaine de la e-santé. Alors on aborde beaucoup de choses. Très rapidement, je voulais juste revenir sur deux choses qui ont été dites. Tout d'abord sur la question que tu as posée tout à l'heure et de dire, comme le disait le professeur Norlinger, on est à la frontière d'un certain nombre de choses et notamment de fantasmes qui viennent de la Silicon Valley. On sait qu'Elon Musk, avec son projet Neuralink, veut augmenter le cerveau en implantant une puce dedans pour la mémorisation, pour la rapidité, avec des applications médicales qui ne sont pas négligeables. Et Laure en parlerait sûrement beaucoup mieux que moi. Et puis sur les exosquelettes, je ne voudrais pas enfermer les exosquelettes à une dimension militaire, puisque j'ai eu la chance d'aller au Japon il n'y a pas longtemps pour travailler sur Paper Nao, qui avait été racheté par SoftBank à Aldébaran. Mais on a des exosquelettes qui sont en application déjà là-bas sur des aspects logistiques, mais qui sont déjà remboursés, notamment dans la maladie de Charcot, et donc qui sont utilisés. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que la société qui les fait s'appelle Cyberdyne. C'est pour ceux qui sont familiers avec Terminator, Cyberdyne, c'est eux qui ont mis fin à la civilisation et qui combattent l'humain à un moment donné. Donc on voit bien qu'on est toujours à la frontière de quelque chose d'un peu inquiétant. Alors sur la donnée, on le répète depuis ce matin, la donnée elle est au cœur de cette transformation digitale. Là on parle de la santé, on a parlé d'autres secteurs ce matin, c'est toujours la donnée qui vient avec ce phénomène digital et qui permet de comprendre les comportements, qui permet d'être plus prédictif sur un certain nombre de sujets. Donc forcément, je pense que dans le rapport qui a été fait par
Villani et M. Norlanger, effectivement, l'importance d'arriver à collecter la donnée, de travailler sur l'interopérabilité, puisque c'est ça aussi le fond du programme Ma Santé 2022, c'est d'accompagner la transition numérique du système de santé. Il a été lancé en 2019 et il aboutit là sur l'année prochaine, notamment en janvier, avec la mise à disposition de l'ENS, qui est l'espace numérique de santé qui sera créé pour chacun d'entre nous, qui intégrera le DMP. Alors après, ça pose encore beaucoup de questions. J'ai entendu que ce matin, le DMP avait été abordé dans la table ronde. J'écoutais en faisant autre chose distraitement, mais effectivement, le DMP aujourd'hui est dans sa conception peu utilisable de par les PDF qu'il inclut, de par les consentements qu'il demande, de par le manque de synthèse. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion pour faire évoluer ces systèmes-là. Le S-Data Hub est la quintessence de tout ça, c'est de dire à un moment donné, alors arrogance ou pas, mais la France a quand même l'un des systèmes de santé qui collecte le plus de données, entre la base de données SNIRAM, qui est la base de données des médico-économiques, des remboursements, le PMSI au niveau de l'hôpital, au niveau des données qu'on peut collecter dans un certain nombre d'autres contextes, les données cliniques qu'on va produire. Donc l'idée, c'est d'avoir un endroit où on va agréger toutes ces données-là et les rendre accessibles avec un cadre éthique, puisque c'est quand même le sujet de la journée. L'idée, c'était pas de dire, hop, on met un grand entrepôt de données, on met tout dedans, puis servez-vous, messieurs, dames. C'était de dire, OK, ceux qui veulent utiliser ces données devront passer à travers un certain nombre de contrôles, bien sûr de la CNIL, mais aussi un contrôle par rapport à la finalité de la recherche qui va être faite à partir de ces données-là. Et donc, on va leur mettre à disposition des datasets pour qu'ils puissent faire leurs études et que ce soit des études pas à visée marketing. L'idée, ça ne serait pas que la pharma vienne taper ou les assureurs viennent taper là-dedans juste pour essayer de vendre un peu plus de leurs médicaments ou de leurs produits, mais qu'il y ait une vraie, je dirais, un vrai retour sur investissement en termes de santé publique pour les populations qui seront étudiées. Il y a eu beaucoup de... Vous allez sur le site du Health Data Hub, vous voyez tous les dossiers qui ont été déposés, tous les sujets qui ont été abordés. Donc ça peut aller de choses micro-locales, très spécifiques, à des dimensions beaucoup plus larges. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors on a pris un peu de retard sur l'intégration des bases de données qui doivent être rentrées dedans, mais voilà, c'est un vrai travail. Et il y a maintenant une construction d'une base de données équivalente européenne, parce que l'idée, c'est plus de réfléchir au niveau forcément national, mais de réfléchir à des dimensions beaucoup plus larges. Et ça intègre la notion que vous avez abordée aussi ce matin, qui était la question des biais. C'est qu'à un moment donné, si on limite à un hôpital, si on limite à un territoire, si on limite à un sujet, on va forcément induire des biais. Et donc, plus on aura de données, plus on arrivera à avoir, je dirais, une compréhension exhaustive des sujets qu'on va travailler. Donc voilà, donc c'est cette donnée-là, on la voit apparaître de plus en plus dans un certain nombre de démarches. Et c'est celle qui va permettre de mieux comprendre l'état de santé de la population, de mieux comprendre les besoins dans les parcours, notamment aussi les goulots d'étranglement qu'on peut avoir ou les manques qu'on peut encore avoir dans le système de santé, et puis répondre à tout ça. Merci beaucoup, Madame Taboui. Je vais vous interroger sur en fait la relation entre la culture des cérébroïdes et l'éthique, c'est-à-dire en fait le travail qui est fait en laboratoire de recherche qui permet aujourd'hui d'aller assez loin dans la façon d'essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne, mais quelque part on passe par tout un tas de processus biologiques de reconstitution d'un mini-cerveau, on va appeler ça comme ça, et du coup on peut se poser des questions de fond sur finalement, est-ce que ce mini-cerveau il souffre, est-ce que lorsqu'on arrête l'expérience il meurt, est-ce qu'il est conscient de tout ça, voilà, on est un peu dans la bio et de la bioéthique quelque part aussi. Est-ce que la bioéthique ne vient pas du fait qu'on fasse des expériences de ce type-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? C'est la bioéthique effectivement revisité jusqu'à août. Hein. Alors, pour la culture, pour les cérébroïdes, en fait, je suis un peu gênée parce que cultiver un cerveau, en fait, il y a plusieurs dimensions dans un cerveau. Notre cerveau, personnellement, en fait,
on est construit sur une autre base qui est génétique, mais il y a tout l'environnement à côté, tout l'environnement qui nous entoure depuis notre conception. La grossesse en fait partie. Enfin, le développement embryonnaire en fait partie, depuis le début, en fait, qui du coup façonne toute notre manière de nous développer, de raisonner, toute notre manière d'avoir notre cerveau se construire, les réseaux de neurones. Alors les réseaux de neurones physiologiques, du coup, vont se déconstruire, vont changer vont s'adapter en fonction de l'événement, en fonction de... Cultiver un cerveau en laboratoire. Alors c'est vrai que dans les laboratoires, on cultive des cellules, on met des cellules en culture, c'est extrêmement cadré normalement, enfin juridiquement, de toute façon on ne fait pas n'importe quoi, on travaille sur des cellules, certaines cellules qui sont bien définies, etc. Cultiver ce genre de mini-cerveau pose question. En fait, pose question sur plusieurs plans. C'est-à-dire que, pour les techniques de laboratoire, en soi, on cultive des cellules. Voilà, on refait déjà un cœur en laboratoire, de la peau pour les greffer, pour les grands brûlés quand il y a besoin de greffer des autogreffes. Donc, en soi, pourquoi pas cultiver un cerveau, à la rigueur. C'est un autre organe. En revanche, et je pense que Lionel l'a justement dit, c'est la finalité qui change. C'est pourquoi on fait ça. C'est quoi le but? Parce que s'amuser à faire des cultures de mini-cerveaux, ok, c'est chouette. Moi, j'adore cultiver des cellules, donc pourquoi pas s'amuser en labo, hein, en fait. C'est amusant pour des chercheurs, pour les bios, super, mais... C'est la finalité, c'est l'usage, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et après, il ne faut pas se leurrer. Cultiver des mini-cerveaux comme ça, il y a tout un environnement qui est notre histoire, l'environnement qui nous façonne, qui façonne notre cerveau, qui fait qu'on est singulier, qui fait qu'on est nous, en fait, et pas un autre. Que ce petit cerveau qui est cultivé dans une boîte de pétri n'a pas. En fait, il n'a pas toute cette historique, mais historique qui remonte à ce que l'on a hérité aussi, à l'historique de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. C'est tout un héritage. On se construit avec un héritage. Et ça, le cerveau, en fait, cultivé, il n'a pas. C'est un cerveau qui est assez neutre, en fait, dans cette histoire. Donc, qui est nouveau. Donc, il faut. En soi, j'ignore un peu comment est-ce que ça... en fait, on cerne les potentiels dangers qui peuvent arriver. C'est l'enjeu de la bioéthique en soi, c'est qu'on cerne les dangers, mais les dangers sont plus ou moins flous quand même, parce qu'on ne les a pas tous nommés. Mais on les cerne. Alors, on cerne les dangers, c'est la raison pour laquelle c'est un article de loi dans la loi bioéthique, en revanche. On ne sait pas trop... la finalité, l'usage, voilà, à voir. C'est en Suisse où il y a quelques laboratoires qui travaillent là-dessus d'une manière assez active. Merci beaucoup. C'était pas facile comme question. Je sais que c'est compliqué parce qu'on touche vraiment là directement à l'éthique, et donc je rebondis auprès du professeur Norlinger sur cette problématique d'éthique, puisqu'un comité a été un héritage, puisque le comité existait déjà, mais est rené en 2020 avec à sa présidence le professeur Norlinger. Je voulais comprendre finalement quel était l'objectif de ce comité qui, je crois, est très proche de la CNIL par rapport aux différents projets qui lui sont présentés. Est-ce que vous nous expliquez donc de qui est constitué ce comité, quel est son objectif, quels sont les projets qui vous ont été proposés et quel type d'avis vous avez pu rendre dans ce comité pour qu'on comprenne bien l'intérêt de ce comité éthique. Merci, professeur. Alors, on a déjà parlé là depuis tout à l'heure de l'importance des données de santé. L'intelligence artificielle, ou c'est comme ça qu'on l'appelle, est faite d'algorithmes et de données. Les données, c'est les caractéristiques de notre santé. Les données, c'est un peu les traces que nous laissons un petit peu partout sur Internet, les réseaux sociaux. C'est aussi les traces, les informations sur notre santé. Et quand on a parlé du Health Data Hub, le Health Data Hub, le but, c'est d'avoir maintenant un guichet unique
l'entrepôt national des données de santé, qui regroupe les données de la sécurité sociale, en gros les données de la carte vitale, celles des hôpitaux et le registre des décès, et après d'y ajouter à ce catalogue initial des données qui viennent des cohortes et qui permettent des cohortes notamment d'autres bases de données. L'idée étant d'avoir en France une grande base de données, de pouvoir répondre à des tas de questions. Comme vous savez, quand on veut faire des progrès en santé, on arrive à un moment où il faut faire de la recherche clinique. On fait des études comparatives, ce qu'on appelle des phases 3. On compare prospectivement un groupe de patients qui ont un traitement à un autre qui n'en a pas, mais sauf que ces essais sont de plus en plus compliqués, de plus en plus longs. Ils regardent des différences de plus en plus petites. Et donc, il y a une importance de plus en plus grande à pouvoir faire ce qu'on appelle des études en vie réelle. C'est-à-dire des études en vie réelle, c'est regarder ce qu'ont des patients qui ont déjà reçu certains traitements et comment ils se comportent en vie réelle sans sélection par rapport à d'autres. Et donc, pour ça, il faut des données, et ces données, elles sont multiples. La loi, maintenant, permet en France, et ça, c'est un très grand avantage, d'utiliser ces données, ce qu'on appelle le SNDS, le Système national des données de santé, à des fins de recherche. Et quand je dis c'est un très grand avantage, c'est un avantage qu'il ne faut pas perdre. J'ai organisé il y a quelques mois, il y a 6 mois, un colloque avec des collègues américains, qui a eu pas mal de personnes se sont connectées, de Harvard et du MIT. Et les Américains, eux, les données de santé, elles sont dans les mains des assurances privées. Et les assurances privées les vendent tellement cher que personne ne peut y avoir accès. En France, on a des données de santé qui sont accessibles, qui sont gratuites, mais il faut bien entendu des règles pour ne pas faire n'importe quoi, et il faut protéger la vie privée des gens, parce qu'on n'imaginerait pas pouvoir mettre sur la place publique ces données. Donc, pour accéder et utiliser des données de santé, que ce soit des données nationales de la sécurité sociale ou que ce soit des données hospitalières, il faut respecter un certain nombre de conditions. Et en France, les conditions, c'est de demander l'avis du comité qui s'appelle le CESRES. En gros, ça veut dire Comité éthique et scientifique pour les recherches, etc. Donc, ce comité va regarder déjà si l'usage des données de santé est conforme à l'éthique, c'est-à-dire au principe de la démocratie, de la bienveillance, de la non-malfaisance, etc., qu'il a un intérêt scientifique, c'est-à-dire qu'on ne va pas mobiliser des tas d'énergie pour faire du n'importe quoi et que sur toutes les questions posées sont adéquates et qu'on ne risque pas d'avoir des réponses à des questions mal posées. Elle doit s'assurer aussi qu'il y a un intérêt public, puisqu'on utilise des données qui sont issues de la solidarité nationale, c'est-à-dire de nos cotisations à tous, et qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi, et qu'il n'y a pas des finalités interdites, c'est-à-dire notamment un but commercial, ou que ces données vont servir, ou que ces études vont servir, par exemple, aux compagnies d'assurance à adapter les risques en fonction, adapter les cotisations en fonction des risques des patients. Une fois que le CESRES a donné un avis, le dossier passe à la CNIL, voilà, et la question est également de s'assurer, la CNIL va s'assurer que les données utilisées sont bien anonymes ou pseudonymisées, ce qui veut dire qu'on ne retrouve pas la personne concernée directement, et que celle-ci a donné un consentement ou qu'on a prouvé qu'il n'y avait pas de possibilité de donner un consentement et donc une dérogation. Voilà, donc en France, on a cet avantage énorme par rapport à d'autres pays de pouvoir utiliser ces données. Maintenant, reste à nous à transformer l'avantage. Et vous savez que la recherche biomédicale en France, actuellement, d'une manière générale, décline. On n'arrête pas de perdre des parts de marché et le rang des publications françaises dans le monde décline sans arrêt parce qu'on est mal organisé, parce que les lourdeurs administratives sont importantes. Un des exemples, c'est ce qui s'est passé pour les vaccins, où malheureusement, on n'a pas eu de vaccin français, bien qu'il y ait des tas de gens qui travaillent sur les ARN messagers depuis longtemps, et que donc on doit tout importer. Alors là, dans ce domaine, on a une richesse importante qui sont ces données de santé, notamment les données de santé publique, et à nous de savoir bien les exploiter et en profiter, à condition de respecter les règles. Et c'est le but du CESRES et la Commission nationale informatique liberté, la CNIL.
Merci beaucoup, professeur, pour ces éclairages sur ce sujet. J'avais une question pour Monsieur de Boisboissel. Pour aller au-delà donc de l'humain augmenté, l'armée française et l'armée de terre, en particulier à Saint-Cyr, forment ces jeunes officiers, ces futurs officiers, pardon, en les familiarisant avec de nouveaux outils qui sont les robots. Bien entendu, on ne va pas parler des Salas ici, puis ce n'est pas le sujet, ces robots tueurs qui défraient la chronique sur les vidéos YouTube, qui n'ont pas grand intérêt, mais je voudrais vous demander comment est-ce que votre centre de recherche permet de mettre en place le robot comme outil d'aide aux soldats sur le champ de bataille. C'est une vaste question. En fait, on a une réflexion que l'on porte ici en interne au centre de recherche sur les usages possibles des robots et en quoi ils peuvent modifier l'art de faire la guerre. Alors, premier élément de réponse vis-à-vis des élèves, eh bien, en fait, on fait des exercices avec des élèves. Vous avez peut-être vu l'an dernier quelques communications sur des élèves, enfin, en l'occurrence, c'était des officiers élèves, hein, des sous-lieutenants qui utilisaient plusieurs robots terrestres dans le cadre de missions offensives, défensives, jour-nuit, combat urbain. Pour voir un petit peu le cadre d'utilisation, le cadre d'usage. Donc on voit que là, le robot est un équipier qui accompagne le militaire. On voit tout de suite que, si vous voulez, que le robot soit un petit peu accepté de façon fluide par le soldat, il faut qu'il ne soit pas complètement téléopéré. Téléopéré, c'est-à-dire que l'homme a la main sur le poste de commande, mais il faut qu'il ait une certaine autonomie pour être autonome dans notamment ses déplacements. Alors, je vais faire un petit distinguo, téléopéré, donc j'ai vraiment la main dessus. Automatisme, les machines peuvent avoir des automatismes. Donc c'est des machines qui font des tâches, là il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle, ce sont des logiciels éprouvés, mais qui sont quelque part prédictibles. C'est-à-dire on sait exactement ce que la machine va faire et comment elle va le faire. L'autonomie, il y a une part d'adaptation à l'environnement. Si je prends un robot tondeuse automatique, il va tondre ma pelouse, mais toujours de la même façon. Il va toujours commencer en bas à gauche, il va finir en haut à droite. Voilà. Et s'il y a un arbre qui tombe au milieu, ben, il ne sait pas faire. Un robot autonome, il va tondre ma pelouse, mais je ne sais pas exactement comment. Il va choisir son chemin, et s'il y a un arbre en plein milieu, il va contourner le chemin. Donc là, il sera autonome, il va s'adapter à la situation. Donc on voit que pour les robots, il y a nécessité d'avoir une certaine forme d'autonomie embarquée dans les machines parce que ça va aider l'utilisateur militaire à quelque part avoir un robot équipier qui a une certaine liberté d'action. Le chef militaire va lui donner des tâches du style se déplacer d'un point A à un point B, se poster à un endroit. Et puis, quelque part, il va plus s'en occuper. Ça c'est le Graal, c'est ce sur quoi on travaille. C'est plus facile dans les milieux homogènes, c'est-à-dire le milieu aérien, le drone, où il n'y a pas d'obstacle, ou le milieu marin. Quand on est sur le milieu terrestre, c'est plus compliqué, parce que vous avez des obstacles naturels. Je voudrais faire deux petits rebonds. Le premier, c'est que vous avez parlé de robots tueurs. Alors, dans le monde militaire, on réfute complètement ce terme. Il n'y a pas de robot tueur. Le robot, c'est une machine. Une machine, elle n'a pas d'âme, elle ne pense pas, elle n'a pas les conséquences de ses actions. Donc, non, il n'y a pas de robot tueur. Il y a des robots machines qui sont contrôlés ou pilotés par des êtres humains. Ces êtres humains qui vont, en toute connaissance de cause, utiliser ces machines et qui doivent contrôler le processus décisionnel in fine. Donc, les armées sont pour, on va dire, une certaine forme d'autonomie, mais ils sont pour un contrôle humain sur cette machine. Donc, la possibilité de déléguer une tâche, mais de reprendre la main sur cette machine pour suivre exactement ce qu'elle fait et ne pas avoir de surprise. Donc ça, c'est un premier élément de rebond. Le deuxième élément de rebond que je voulais apporter, c'est on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Donc on voit que l'intelligence artificielle, effectivement, apporte quelque chose à l'autonomie. On a parlé d'intelligence artificielle connexionniste, de réseau de neurones, ça a été mentionné. Il y a aussi une autre forme d'intelligence artificielle qu'on oublie un peu trop souvent, c'est l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire que
votre propre raisonnement humain, vous le codez et vous l'intégrez dans une machine, lui est plus facile à comprendre. Et nous, par exemple, au Centre de recherche de Saint-Cyr, on travaille sur ce type d'intelligence artificielle. Voilà. Et tandis que l'intelligence artificielle connexionniste, les réseaux de neurones, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elles ont des possibilités d'auto-apprentissage par elles-mêmes. Et là encore, le monde militaire est très, 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 très prudent là-dessus. Pas d'auto-apprentissage qui n'est pas supervisé, qui n'est pas dompté quelque part par le monde militaire. Jamais un militaire ne voudra utiliser une machine dont il ne sait pas exactement ce qu'elle va faire. C'est une erreur de croire ça. Le militaire, il veut exactement que ses subordonnés ou la machine fassent précisément ce qu'il a demandé, il va en avoir l'assurance. Donc si la machine n'offre pas ces garanties-là, le militaire ne les utilisera pas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur de Beauboissel. Je vais passer la parole au public. Je suis désolé parce que j'ai encore plein de questions, mais je crois qu'on est limité dans le temps. Donc, on va passer la parole à Redouane. Redouane, si tu veux bien prendre la main. Pour les questions qui peuvent être posées dans la salle, on a vraiment effleuré, malheureusement, les sujets. Je suis désolé, mais c'est très vaste. Mais vous allez revenir. Merci Christian. Alors effectivement, on aura très peu de temps. On a exactement 7 minutes. Et comme on était dans le deep learning ce matin, donc pareil, je vais laisser la parole à la salle. Peut-être une seule question dans la salle. Et deep learning de ce matin, c'est-à-dire soyez synthétique dans la formulation de votre question. Et pour ceux qui vont y répondre, si on peut faire 2 questions, ça serait bien. Donc du coup, qui se lance ? Ok, alors, le monsieur devant. Ok, donc on m'a dit qu'on peut déborder de 5 minutes, mais il ne faut pas en profiter. Restons synthétiques, que ce soit dans la question ou dans la réponse. Merci. J'ai une question toute simple. Je voudrais savoir quelle frontière nous avons franchie qui fait qu'on se préoccupe autant d'éthique dans l'homme augmenté. Parce que c'est quand même l'histoire de l'humanité. Quand on a fait la charrue, la moissonneuse-batteuse, la voiture ou l'avion de chasse, on a fait un homme augmenté. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça nous préoccupe plus qu'hier ? Alors moi, je peux répondre philosophiquement parce que ça risque de redéfinir ce qu'est l'être humain, ce qu'est l'humanité, à un moment donné. On va devoir se dire, mince, on est en train de redéfinir, de faire émerger une autre espèce, un jour. Et là, jusqu'où on peut aller ? Je peux donner un avis aussi ? Bien entendu, professeur. Je crois que la comparaison avec la charrue, avec la machine à vapeur, elle est tout à fait pertinente. Ce sont des outils. On n'augmente pas l'homme, on lui donne des outils. L'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil qui est à disposition de l'homme, à lui de savoir l'utiliser dans des bonnes conditions. Comme l'a dit M. de Beauvoissel, il faut des limites. Il ne faut pas un soldat automatique qui va tirer sur n'importe quoi parce que ça bouge. Il faut que ça soit contrôlé par l'être humain. Dans le domaine de la santé, c'est la même chose. On veut réparer l'homme, on lui donne un outil pour que les médecins puissent mieux travailler, mais on ne fait pas un homme augmenté. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'antinomie entre les deux. L'IA, c'est un outil. De mon côté, si je peux ajouter un petit mot en complément de ce qu'a dit Mme Daboui, effectivement, le danger que je vois sur la technologie qui a des effets sur l'homme, je ne parle pas d'intelligence artificielle, je pense que ça a été très bien dit par le professeur Norlinger, mais des technologies qui ont des effets sur l'homme, ça peut remettre en cause la normalité. Qu'est-ce qu'être normal si j'augmente les limites potentiellement ? Et jusqu'où va-t-on ? Est-ce qu'on ne va pas entrer dans un jeu où, notamment dans le monde militaire, on va exiger un dépassement de la normalité comme normalité ? Et là, c'est une course qui ne s'arrête pas. Voilà le risque. Alors si je peux mettre mon grain de sable aussi, c'est vrai qu'on a la frontière du transhumanisme, donc on ne va pas l'aborder là, mais c'est vrai que si on revient sur l'intelligence artificielle, c'est ce que disait le professeur Norlinger tout à l'heure, est-ce que c'est une aide à la décision ou est-ce que c'est quelque chose qui va prendre la décision à la place du médecin ? Et s'il prend la décision, et si derrière c'est le payeur, imaginons qu'il soit le commanditaire de cette intelligence artificielle qui va prendre la décision, est-ce que le payeur va décider de soigner
la personne qui est chômeuse, la personne qui est à son 3e cancer, la personne qui a dépassé tel âge, la personne qui coûte tant en retraite. Et c'est pour ça que l'éthique, elle est tellement importante. C'est qu'à un moment donné, on se pose la question, on a la même chose dans la voiture automatique. Quand la voiture qui se pilote toute seule, elle va devoir rentrer dans un groupe de gens, est-ce qu'elle va pouvoir décider en temps réel si elle écrase l'enfant, le PDG, le pauvre, le riche? La santé est par définition inégalitaire aujourd'hui. Et il ne faudrait pas non plus que tous ces systèmes-là la rendent encore plus inégalitaire ou complètement opaque sur la prise de décision qui va être faite. Donc, c'est pour ça que l'éthique prend une place aussi importante. Merci beaucoup. Une autre question, peut-être sur Internet ? Oui, on va mixer cette fois-ci, même si on a encore un peu de temps. Une question qui revient régulièrement en fait, sur le fait de dire est-ce qu'on reste humain ou est-ce qu'on ne reste pas humain ? Qu'est-ce qui remplace ou qui ne remplace pas l'humain? Et donc, du coup, là, c'était une question pour Monsieur de Bois-Boissel, mais je pense que tout le monde pourra intervenir. On a entendu donc, dans les interventions de Monsieur de Bois-Boissel que l'augmentation, enfin les différents axes, les différents travaux pour l'augmentation du soldat, que ce soit les axes techniques, médicaux et humains, sur cette base-là, on se pose 2 questions en fait, qui sont liées. C'est comment mettre en place un cadre éthique pour faire du soldat augmenté, faire en sorte que ce soldat reste humain. Et la deuxième question, donc, qui est encore une fois liée à la première, dans la situation des conflits d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas amené à revoir et à reformuler l'exigence éthique de l'action militaire? Je vais rebondir sur la première question. Alors nous avons été auditionnés par le comité d'éthique de la défense, Saint-Cyr, et j'ai été donc avec un officier supérieur. Et voilà les 2 grandes recommandations que nous avons posées comme borne éthique, si vous voulez, à l'augmentation. La première, c'est pas d'atteinte au libre arbitre du combattant. C'est-à-dire qu'en aucun cas, l'augmentation ne doit affecter la responsabilité du combattant, sa capacité d'analyser et de prendre une décision responsable. Voilà, et on imagine aussi que le libre arbitre du combattant, ça pourrait faire l'objet, s'il est affecté, de déviances telles que j'en fais des machines à tuer, etc. Ce qui n'est absolument pas acceptable. Donc voilà, conserver cette responsabilité au niveau du combattant. Première limite, pas d'atteinte au libre arbitre. Deuxième limite, pas d'atteinte à l'équilibre de la personne. La personne, c'est 3 choses. C'est un corps, c'est un esprit et c'est une force d'âme. C'est une conscience. Et les 3 sont ensemble. Donc si vous surdimensionnez un de ces 3 éléments au détriment de 2 autres, donc augmenter une capacité au détriment d'une autre, vous affectez la construction globale de la personne et ça, ce n'est pas, voilà, selon nous, c'est pas acceptable. Voilà les 2 limites éthiques qu'on a proposées pour donner un cadre éthique à l'augmentation du combattant. Et j'ai oublié la deuxième question. La deuxième question, tout simplement, c'est par rapport à la réponse que vous avez donnée à la première. Ne faut-il pas, si on devait augmenter effectivement le soldat demain, redéfinir les exigences éthiques, on va dire globalement, sur les guerres actuelles ou celles de demain? C'est assez dangereux de redéfinir un cadre éthique en fonction du contexte, parce que on va s'autoriser des choses parce que finalement l'ennemi fait autrement. Alors, en fait, la vraie question, c'est si l'ennemi fait complètement autrement, et ce qui risque vraiment d'arriver, c'est-à-dire que notre approche éthique très européenne, avec toute notre histoire, est-ce qu'elle est, d'autres pays du monde ne la partagent pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire face à des combattants qui eux, seront augmentés d'une autre façon? C'est une vraie question, mais est-ce qu'on va perdre notre âme à se redéfinir en fonction des autres? Aujourd'hui, la réponse est non. On va conserver notre approche, notre force morale, nos règles morales telles qu'elles sont aujourd'hui. Et bien évidemment, on s'adaptera en fonction de l'urgence absolue pour conserver cette efficacité militaire, mais pas au détriment de l'homme, pas au détriment du respect de
est-ce que, Monsieur de Boisboissel, est-ce que il y a des règles internationales? Parce que quand on est en guerre, par principe, c'est qu'on n'est pas d'accord. Et si voilà, est-ce qu'il faut perdre son âme ou est-ce qu'il faut perdre ses soldats parce qu'en face, il y a des automates qui tirent dessus? Professeur, c'est très difficile votre question. Je souhaiterais vous dire non, on ne va jamais perdre notre âme. Je vais prendre un exemple historique que vous connaissez sûrement bien pas, c'est la perlitine. La perlitine, c'est une substance qu'ont développée les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale pour durer, c'est-à-dire pour ne pas dormir, mais ça a des effets secondaires sur l'individu. C'est-à-dire une sorte de dépendance à l'issue. Vous êtes en 1940, les Allemands envahissent la France, ils utilisent de la perlitine, ils vont plus vite que nous, ils nous doublent. Vous êtes un chef militaire français, votre front va se faire enfoncer. Est-ce que vous donnez à vos soldats de la perlitine pour permettre de contrer l'action ennemie et peut-être de ne pas perdre la guerre, sachant que cette substance a potentiellement des effets secondaires sur l'individu? C'est une question qui n'est pas simple, qui mérite d'être posée. Je pense que c'est quand même le contexte qui, en l'occurrence, va donner la réponse, mais on va estimer, en fait, c'est une gestion de risque, si vous voulez. Il faut vraiment que le risque soit très fort pour qu'on puisse se dire, bon, on va légèrement adapter nos règles de base, et encore une fois, toujours en respectant l'individu. Est-ce qu'il existe des règles internationales, comme par exemple, il ne faut pas utiliser certains gaz alors que certains ne s'en privent pas? Non. Je crois que la seule règle internationale qui vaille, c'est le droit international humanitaire. Voilà, c'est porté par la Croix-Rouge internationale. C'est quand même la règle essentielle. Voilà, on a une intervention. Allez-y sur le. Je voudrais juste rebondir sur le libre arbitre. La question était posée pour le soldat augmenté, mais c'est général, c'est-à-dire en ce qui concerne les neurotechnologies, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning, les données de santé, c'est vraiment la notion de libre arbitre, la capacité d'analyser la situation et de prendre effectivement les décisions responsables et à la juste place et à la juste valeur, qui est extrêmement important. Et c'est vraiment les bornes qu'il faut donner pour l'instant. Alors on n'en a pas parlé, mais dans le cas des neurotechnologies, on en a parlé en filigrane un petit peu avec la vision, c'est justement ça, le libre arbitre, la manière dont on va... c'est vraiment la borne. Merci. Je vais prendre une dernière question et je garde mon libre arbitre. Et c'est Ibrahima, je crois, qui souhaite intervenir. Pareil, question synthétique, réponse synthétique, parce que là, j'ai largement mangé les 5 minutes qui nous ont été offertes gracieusement. Parfait. Alors, en médecine, est-ce qu'on n'a pas la crainte de voir, comme ça a été le cas pour l'aviation civile, plus les technologies ont pris le dessus, plus le métier de pilote en termes de formation et de qualification a été banalisé. Et l'industrie ne s'en porte pas pour autant mal. Est-ce que ce risque est possible en médecine avec l'intelligence artificielle qui fera que le médecin sera assisté et que finalement il n'aura pas besoin de faire ces 7 années de médecine et ces 4 années de spécialisation à performance égale? Professeur On peut répondre si vous voulez. Oui. Avec plaisir, professeur. Elle était dirigée vers vous. Je pense que il faut que le médecin soit capable d'utiliser ces nouvelles technologies et de ne pas se faire dépasser par elles. Donc il est important d'avoir une éducation, et cette éducation, elle doit se faire au départ dans les facultés de médecine pour tous les médecins, ça n'a pas besoin d'être très long. Je pense que les doyens en ont pris conscience. Il faut que le tronc commun de formation de médecins comporte une partie d'information pour utiliser les nouvelles technologies et savoir leurs limites. Et également, il y a des diplômes spécialisés qui sont notamment, il y en a à Paris 5, pour les spécialistes et ceux qui vont faire avancer les choses et pour être en concurrence avec les grandes écoles semblables dans les universités américaines ou à Singapour. Donc, le seul moyen, c'est l'éducation pour que les médecins sachent utiliser cet outil qui va être de plus en plus présent et qui leur permettra de gagner en efficacité et de gagner du temps et de ne pas se faire dépasser par lui.
Merci beaucoup, professeur. Si je peux- Allez, je Lionel, vais avec prendre plaisir. juste une minute. Avec plaisir. On a Cette encore question, une elle est minute. au cœur, et d'ailleurs, il y a beaucoup de budgets, dans les nombreux budgets qui ont été prévus dans le Ségur, le CSIS, un certain nombre de choses, le PIA 4, il y a beaucoup de millions qui sont dédiés à la formation. Il faut bien comprendre qu'en 1950, on sait que la connaissance médicale était doublée tous les 50 ans. Aujourd'hui, en 2020, on estime qu'elle est doublée tous les 73 jours. Aujourd'hui, un étudiant est incapable, un étudiant en médecine, d'apprendre toute cette connaissance-là. Et on le voit d'ailleurs, ça se traduit par des burn-out dans les facs de médecine qui sont extrêmement importants. Donc il faut repenser tout ça. Et je rejoins le professeur Norlinger. Je trouve juste que les facs de médecine et de pharmacie prennent du temps quand même à revoir à la fois la formation initiale et la formation continue. Il faut aller sûrement plus vite là-dessus. Merci beaucoup. Je suis désolé, professeur, je ne vais pas vous redonner la parole, mais on aura l'occasion de poursuivre ce débat lors d'une prochaine JTN. Merci beaucoup pour la qualité de vos échanges et votre expertise qui nous ont beaucoup apporté. J'avais plein de questions encore et malheureusement, le président est derrière moi et veille au temps. Donc, ce sera une autre fois. En tout cas, merci beaucoup, professeur, de vous être libéré. Vous êtes à l'étranger. Merci beaucoup, Gérard de Boissel. Vous êtes occupé et vous ne pouviez pas nous rejoindre et vous êtes sur Saint-Cyr et je vous remercie de votre présence et de nous avoir apporté autant d'informations sur, on va dire, des informations sur le contexte militaire qui généralement est plutôt difficile à obtenir. Donc c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup Lionel pour votre vision au-dessus qui nous permet de comprendre les enjeux de nos plateformes, justement de l'intégration de l'IA dans nos problématiques quotidiennes puisque vous relayez des infos tous les jours, on les regarde sur ces sujets-là. Et Madame Tabouy, merci beaucoup pour cette vision de notre cerveau. J'espère qu'on aura l'occasion de parler du droit du cerveau une prochaine fois et du neurodroit. Merci. Merci vraiment, c'était encore une fois passionnant. Moi, de mon côté, je retiens que finalement, l'intelligence artificielle est un outil, qu'il ne faut pas se tromper, et c'est à nous, hommes, les hommes, de mettre en place les limites et l'éthique nécessaire pour l'utilisation au mieux de cet outil.